qui compile plusieurs histoires qui auraient eu lieu, d'après lui, au Pays de Galles, qui racontent cette rencontre entre un être surnaturel et une fée, ainsi que leur séparation. Alors il y en a plusieurs, je ne vais pas tous vous les noter. Wastinus Wastignoc, et non aux grandes dents. Aux grandes dents, peut-être quand même une source plus ou moins directe pour le personnage de Geoffroy, par exemple. Édric le Sauvage, la mystification féerique de Gerbert, voilà plusieurs. Un autre auteur qui s'appelle Gervais de Tilbury. Alors Gervais de Tilbury, je vous en reparlerai parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la question du merveilleux, notamment du merveilleux féerique dans un contexte chrétien. Comment ça peut tenir cette histoire, comment on arrive à concilier les deux choses. Lui, il a écrit un texte qui s'appelle « Les yeux ouverts après le péché », qui nous raconte l'histoire de Raymond ou de Roger de Châteaurousset. Les deux noms sont possibles. Raymond, en plus Raymond Raymondin, qui lui aussi aurait eu pour épouse une femme surnaturelle qui aurait dû quitter le monde au moment où on aurait voulu l'asperger d'eau bénite. Et puis, il nous parle aussi de l'existence du château de l'Épervier. Vous vous souvenez, cette sœur de Mélusine qui est enfermée dans un château avec un épervier. Donc, sans doute que ce matériau, il existait avant Jean d'Arras, avant Coudrette. Mais pour lire en tout cas le nom de Mélusine, il faut effectivement attendre Jean d'Arras, et précisément attendre 1392-1393, l'époque de la rédaction de son roman Mélusine. Il écrit ce roman à la demande de deux descendants de la famille des Lusignans, Jean de Berry et sa sœur Marie, duchesse de Bar. Il dispose pour rédiger son roman, nous dit-on, de la bibliothèque de Jean de Berry, et dans son texte, Jean d'Arras nous parle d'un livre qui aurait été son modèle, qui aurait été sa source. Alors on ne sait pas ce que c'est que ce livre. Et l'idée de « j'ai suivi un modèle, j'ai suivi une source », c'est tellement commun, c'est un lieu commun des introductions des romans médiévaux, que pendant un temps on a pensé que peut-être ce livre n'existait pas, et que c'était un artifice rhétorique. C'était une façon de dire « j'y suis pour rien, c'est pas ma faute, j'ai trouvé ça ailleurs ». Sauf que dans l'inventaire de la bibliothèque de Berry, on trouve effectivement sous les numéros 980 et 981 un livre de l'histoire de Lusignan où il aurait été question de ces choses-là. Donc peut-être que l'histoire du livre modèle, donc d'un texte qui aurait encore préexisté, peut-être avec le nom de Mélusine, est envisageable. Pas sûr. Et puis, quelques années plus tard, entre 1401 et 1405, c'est un autre auteur qui s'appelle Coudrette qui va reprendre la même histoire, cette fois-ci pour une autre famille, la famille des Parthenay, et qui va rattacher aussi l'histoire des Parthenay à cet ancêtre féerique. De ces deux histoires-là, le premier de Jean d'Arras, on a plusieurs manuscrits qui sont conservés. De Coudrette, on en a deux qui sont extrêmement bien enluminés. Donc nous, aujourd'hui, quand on travaille dessus, on a de la matière, on a des choses qui n'est pas le cas pour tous les textes médiévaux. Là, on a des beaux manuscrits qui nous permettent d'étudier la matière. Et enfin, on a ce nom qui est prononcé, le nom de Mélusine. Alors, c'est un petit peu quand même curieux cette histoire parce que Jean d'Arras et Coudrette présentent leurs romans comme des romans généalogiques et comme des romans historiques. Ce sont entre guillemets des romans sérieux. Alors, il faut relativiser. À l'époque, on ne fait pas les mêmes distinctions que de nos jours. De nos jours, ça paraît un petit peu bizarre de voir un roman historique avec un personnage de fée. C'est quand même un peu étonnant. Et c'est un petit peu étonnant aussi d'avoir une famille réelle, historiquement située, en plus dans un milieu aristocratique, qui revendique pour ancêtre un être surnaturel. Surtout dans un contexte chrétien. Alors, pourquoi ça? Comment ça marche? Il faut expliciter de façon un peu plus large le contexte. On est en pleine guerre de 100 ans, et, chose bizarre, les deux commanditaires appartiennent au
Ça veut dire qu'il y a vaguement des implications politiques à l'écriture de ces romans, que nous on peut lire comme des romans de pure fantaisie, de pur divertissement. En fait, Jean d'Arras est patronné par la Maison royale de France et son allié, la Maison impériale de Luxembourg-Bohême. Donc côté, disons, français, pour faire court. Coudrette, dans un premier temps, est inspiré par le côté anglais, même si les partenaires vont changer de camp au cours de route au cours du conflit. Donc le contenu généalogique, il va être intéressant au moment où on va vouloir revendiquer des territoires, parce que Mélusine, vous vous souvenez dans l'histoire, c'est elle qui aide à la constitution du territoire. Et le territoire en question, c'est un territoire qui a été donné aux Anglais par la France et dont on aimerait bien le reprendre. Donc il faut savoir à qui ça appartient, à quelle lignée, à quelle famille et au nom de quoi. Parce que Mélusine, elle sourd directement du territoire, elle vient de cette fontaine, de cette source, et elle y est attachée. C'est à partir de là que son territoire va se dessiner, et on nous dit que la prospérité de ce territoire vient directement de son lien avec la nature, puisqu'elle bâtit des édifices, mais aussi qu'il y a de la terre qui est cultivée et qui est irriguée par cette même source qu'elle va aider à s'élancer à travers le territoire. Donc il y a un lien très très fort, un lien physiologique en quelque sorte entre le lignage et la terre qu'il revendique. Qui plus est, au moment de la rédaction des deux romans, donc au tournant de 1400, les lignages réels des Lusignans sont en pleine décadence. La branche aînée est éteinte depuis longtemps. Le comté de la Marche et la seigneurie Lusignan ont été annexés à la couronne de France par le roi Philippe le Bel en 1308. Et dans la guerre qui oppose la France et l'Angleterre, le traité de Bretigny rend l'Aquitaine et le Poitou à l'Angleterre en 1360. Le duc de Berry revendique le Poitou. Il entreprend de le reconquérir avec l'aide de Duquesclin à partir de 1372. De l'autre côté, Guillaume VII, l'archevêque, seigneur de Parthenay, puis à sa mort son fils Jean de Mattefellon, on trouve aussi désigné le nom de Jean II, commande l'ouvrage de Coudrette à Parthenay au moment où Parthenay est tenu par les Anglais. Donc les deux familles, les deux branches sont alliées aux Lusignans depuis le XIIIe siècle par le mariage de Valence, la nièce de Geoffroy II, avec Hugues de l'Archevêque, seigneur de Parthenay. Ils sont en outre alliés à la famille du Forez, qui entre en ligne de compte dans ces unions. L'oncle de Raymondin dont je vous parlais au départ, c'est la famille du Forez. Donc il y a un mélange de ces généalogies, un croisement, et en même temps des gens qui appartiennent à deux camps qui sont vraiment opposés dans le conflit du moment. Qui plus est, dans les romans, on fait allusion à un roi dont on nous parle au moment de l'histoire de Palestine. Vous vous souvenez, quelqu'un est censé venir la délivrer et éventuellement se servir du trésor qu'elle garde pour partir en croisade. On nous parle de ce trésor à propos d'un roi qui portera le nom d'une bête sauvage. Ce nom d'une bête sauvage, c'est Léon, le lion, qui est bien sûr souvent assimilé à des figures royales, à des figures de pouvoir. Ce Léon, ça serait éventuellement Léon de Lusignan, le dernier roi d'Arménie, mort à Paris en 1393, alors qu'il cherchait du soutien justement auprès des cours occidentales pour récupérer son territoire qui lui a été soustrait par les musulmans. Et donc il y a cette idée de chercher un soutien financier, le trésor, pour lutter contre l'infidèle, exactement comme dans l'histoire du trésor de Palestine. Donc ce Léon, il régnait sur la petite Arménie, le territoire de l'Anatolie. On sait que ce Léon historique a cherché un soutien en vain et qu'il est mort sans avoir reçu d'aide pour la reconquête de son territoire. Et puis, indépendamment du lignage des Lusignans auquel elle se rattache explicitement, Mélusine semble
avoir été inspiré aussi par d'autres figures historiques, et notamment par la figure d'Aliénor d'Aquitaine. En fait, Aliénor d'Aquitaine était comme elle bâtisseuse en Poitou. Elle était partagée entre deux mondes, l'Occitan et le monde celtique, entre la France et l'Angleterre, en raison de ces différentes unions, des différents territoires qui lui sont associés. Et Claude Lecouteux, dont j'ai vu qu'il y avait un livre là de Claude Lecouteux, qui est un grand médiéviste et qui a travaillé aussi beaucoup sur Mélusine, fait remarquer que les légendes mélusiniennes, on dit légendes mélusiniennes avant même que le nom de Mélusine ait été prononcé, ces fameuses légendes de Gauthier Map, de Gervais de Tilbury qui se développent au XIIe siècle, se sont beaucoup diffusées à la cour d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II. Parce qu'on considérait que ce lignage d'Aliénor d'Aquitaine était extrêmement inquiétant, était extrêmement sulfureux, et qu'on pouvait en ce sens rapprocher Aliénor d'une créature féminine avec des mœurs douteuses et éventuellement même une sexualité un petit peu débridée, parce que dans les interprétations de Mélusine, certains disent que finalement cette queue qu'elle a, c'est un appendice un peu bizarre. Et donc, ce qu'on constate, c'est que quelqu'un comme Giraud de Bary qui nous rapporte l'histoire de ce temps, fait dire à Richard Cœur de Lion, à qui on aurait reproché les dissensions qu'il y aurait eu dans la famille, et qui on aurait dit comment se fait-il que vous soyez si violents, si haineux les uns envers les autres, qui leur aurait répondu comment voulez-vous que nous fassions autrement? Ne sommes-nous pas les fils de la démonie? Or, la figure féerique, surtout dans son aspect métamorphique comme ça, elle n'est pas que angélique, c'est pas simplement la femme parfaite, l'épouse qui assure la prospérité, elle est aussi extrêmement inquiétante. On y reviendra. Henri II lui-même a été souvent considéré comme diabolique, notamment en raison de ses attaques en direction de l'Église. Il est connu notamment pour son conflit qui a très mal tourné avec Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury, dont vous avez sans doute entendu parler, conflit au départ à propos de la juridiction des cours ecclésiastiques. Or, vous vous souvenez de l'histoire de ce fils Geoffroy qui a brûlé l'abbaye, qui a tué par là les moines qui y étaient. Il y a un problème, une tension entre cette famille et l'Église, même si tous se revendiquent d'être des soldats chrétiens, des soldats du Christ, et de vouloir partir en croisade. Ces questions des conflits avec l'Église, donc on les trouve très souvent autour, mentionnés dans les romans de Mélusine, notamment autour du personnage de Geoffroy. Parce que même si les fils aînés partent en croisade, même si Fromond veut entrer dans les ordres, ça fait quand même très désordre d'avoir un ancêtre qui a brûlé des religieux. Pour rien, enfin pour rien. En tout cas, on nous dit, mu par la colère, alors sa mère explique qu'il faut le pardonner, que certainement lui il avait compris que cette communauté-là était vicieuse et qu'ils avaient de mauvaises intentions pour le petit frère, mais enfin, le père, même Raymondin, est absolument ulcéré par ce geste de son fils. En fait, là aussi, il y a sans doute des explications historiques, il y a sans doute des clés. J'aime pas beaucoup réduire les romans de Mélusine à des romans à clés, mais il y a sans doute des inspirations historiques précises. Il y a deux personnages qui ont vraisemblablement pu inspirer ce personnage de Geoffroy la Grande Dent. Vous avez Geoffroy Ier, mort en 1216, connu par sa réputation de guerrier redoutable. De 1170 à 1188, il soutient la révolte d'Henri le Jeune Roi contre son père Henri II. En 1188, il rejoint en Palestine ses frères Guy et Amaury, comme le Geoffroy la Grande Dent des romans de Mélusine, qui va rejoindre ses aînés qui sont mis à mal par les Sarrasins et que lui il estourbit en 2 minutes parce qu'il est plus fort, qu'il est plus costaud que les autres, donc il va sauver ses frères qui sont déjà de vaillants guerriers. Donc c'est un héros de la 3e croisade. Ça correspond à cette facette du personnage de Geoffroy la Grande Dent. Deuxième personnage qui a pu inspirer Geoffroy la Grande Dent,
c'est Geoffroy II de Lusignan, mort avant 1248, qui revendiquait les privilèges de résidence et les droits de chasse sur le domaine de l'abbaye de Maillezais. L'abbaye de Maillezais, c'est précisément celle que Geoffroy l'Agrandant incendie. Donc ce n'est vraisemblablement pas un hasard. Et qui abusait de ces mêmes privilèges, ce qui a conduit un conflit avec le père abbé de l'abbaye, qui se serait même rendu à Rome pour porter plainte auprès du pape, ce qui aurait beaucoup déplu à ce Geoffroy, qui lui aussi, Geoffroy historique, visiblement était un petit peu coléreux, et qui aurait fait décapiter des moines et aurait brûlé l'abbaye, avant de poursuivre l'abbé, pour parvenir à ses fins, au point d'être l'objet d'une excommunication, ce qui aurait expliqué qu'il se rend auprès du pape, ce Geoffroy historique, pour demander un pardon et puis qu'il se rachète, ce que fait Geoffroy l'Agrandant. Parce qu'une fois que ses parents sont séparés, le domaine, une partie du domaine lui revient, il va veiller à l'intégrité du domaine et il va accompagner son père qui va vivre une vie de mystique en quelque sorte, en tout cas une vie religieuse très intense, qui va se rendre à Montserrat. Et on nous dit que Geoffroy, à partir de ce moment-là, est irréprochable. Il fonde des monastères, il finance des groupements de religieux. En tout cas, il se rachète. Il demande un pardon, effectivement, comme ce Geoffroy historique qui serait allé solliciter le pape, qui aurait été absous, on nous dit, par Grégoire IX en 1233. Mais ce qui est donc intéressant, indépendamment de ces hypothèses historiques, de ces clés historiques, vous voyez qu'elles sont peut-être contradictoires, ou en tout cas, au niveau chronologique, ça ne peut pas coïncider. Geoffroy I, Geoffroy II, Aliénor, il y a plusieurs figures, visiblement, qui ont inspiré cette figure féerique. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est l'idée d'un lignage. C'est l'idée d'une transmission. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée d'inventer la vertu d'une famille qui s'appuie sur un être surnaturel. C'est quand même, on est dans du roman historique, on est dans un roman qui fait appel à un va-et-vient entre le réel et l'imaginaire. Alors, ce qui m'amène à la suite, le mystère Mélusine. La nature de Mélusine. Depuis le départ, je vous dis, je parle d'une femme, je parle d'une fée, et même les auteurs médiévaux hésitent. Les auteurs médiévaux nous disent, bon, alors il s'agit d'une fée, puis tout de suite ils se corrigent, alors qu'est-ce que c'est exactement qu'une fée? On n'est pas trop sûr. Effectivement. Et c'est assez amusant parce que quand on est médiéviste, moi je parle souvent avec mes étudiants, on trouve dans les histoires littéraires que les personnages de fées, c'est l'apanage de la littérature médiévale. Ça serait une des caractéristiques essentielles de cette littérature. Sauf que quand des étudiants vous disent, mais alors c'est quoi exactement? Alors là, on est un petit peu embarrassé, puis on dit, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une source folklorique ou orale. Parce qu'effectivement, même au Moyen-Âge, qu'est-ce que c'était exactement qu'une fée? Alors, les auteurs proposent plusieurs choses. Peut-être que ça se rapproche de ce qu'on appelait les bonnes dames. Ces dames qui étaient bienfaitrices, des femmes surnaturelles, le plus souvent bienveillantes, un petit peu comme des génies bienfaisants qui viennent assurer ce dont les hommes ont besoin. Ou peut-être que ça se rapproche de lutin. Alors nous, quand on dit lutin, on a du mal à associer lutin à ça, exactement. Parce que dans notre imaginaire, ça a une autre signification. Mais très vite, les auteurs de romans de Mélusine nous disent non, ça ne peut pas être un lutin, ça ne peut pas être ça. C'est peut-être ces fameuses petites femmes ridées dont on nous parle souvent, petites femmes ridées et rabougries, qui elles aussi sont plus ou moins bienveillantes, qui habitent dans le foyer. Là aussi, quand on nous parle d'une femme à la beauté absolument sidérante, on a du mal à associer à ces petites femmes rabougries ou ridées. Et puis on se souvient, parce que Jean d'Arras et Coudrette sont, comme tous les auteurs médiévaux, des gens qui ont une grande culture, on se souvient aussi des parcs de l'Antiquité, ces divinités dont on nous dit très souvent que les fées médiévales héritent parce qu'elles présidaient à la vie, à la mort, au destin,
qu'elle se présente souvent par trois. On reviendra tout à l'heure à la première image que je n'ai pas commentée. Vous avez vu, il y avait trois femmes, c'est pas un hasard. Mélusine, elle vient avec deux sœurs, là aussi c'est pas un hasard. Elle préside à la vie et à la mort. Elle a beaucoup de points communs avec l'Éparque. En même temps, ça c'est de la mythologie. Les auteurs comme Jean d'Arras et comme Coudrette sont imprégnés de christianisme. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas être exactement ce genre de figure. Donc pas non plus l'Éparque. Et puis aussi, on a dit que les fées, alors cette Mélusine, on la rencontre dans la nature, on l'a vu, ça pourrait être une sylve, ça pourrait être une de ces divinités des arbres, des forêts, mais là aussi, ça aime beaucoup dans une notion chrétienne où, pareil, normalement, on ne descend pas de ce type de créatures, elles ne sont pas censées franchement exister. On pense aussi aux nymphes, pour le caractère érotique. Mélusine, elle séduit d'abord par la beauté de son corps, et il n'est pas rare que ses rencontres avec des êtres surnaturels se fassent près de cours d'eau, comme je vous l'avais dit, et éventuellement avec des personnages féeriques au bain. Donc on attire l'attention sur la beauté du corps, sur la beauté physique avant tout, même si par la suite dans le roman on va développer aussi sur la beauté morale de Mélusine. Et ça aussi, dans un contexte chrétien, ça ne peut pas tenir bien longtemps, il ne peut pas s'agir d'une nymphe. Tout ce qu'on va mettre en valeur, c'est qu'on va utiliser le mot fée, faute de mieux. C'est ce que nous disent les auteurs. On l'appellera comme ça parce qu'on ne sait pas exactement comment la désigner. Ce sera donc une fée. Ce que ça veut dire, fée, c'est que justement, ce n'est pas une femme normale. Ça va mettre en lumière l'altérité radicale de ce personnage, cette altérité qui est particulièrement sensible justement quand elle est métamorphique. Quand elle se présente comme une belle dame courtoise, à la tête de son domaine, etc., là ça pourrait être une femme. Là beaucoup moins. Donc la métamorphose, c'est extrêmement ambivalent. Ambivalent parce que si on pense à cette influence, on va dire, folklorique, la métamorphose, elle va nous rappeler qu'on a un sentiment d'unité entre les règnes, entre l'animal, éventuellement le végétal, si c'est une émanation de la forêt, et que tout ça, ça repose sur une unité profonde de la création divine et sur une pensée analogique qui est très courante au Moyen-Âge, analogie entre les différents règnes, entre le macrocosme et le microcosme. En tout cas, quelque chose qui serait plutôt positif. Sauf que, en même temps, au Moyen-Âge, et surtout à l'époque de Jean d'Arras et de Coudrette, la métamorphose, c'est quand même en général très très mal vu. Celui qui est réputé être un être métamorphique par excellence au Moyen-Âge, c'est Satan. C'est pas terrible de lui ressembler. Et puis, en plus, elle se métamorphose en animal. Là aussi, c'est pas de très bon goût de se changer en animal. Gervais de Tilbury, celui que j'ai nommé tout à l'heure, qui s'est intéressé aux êtres merveilleux, il dit bien que ça peut arriver, mais en général, c'est pas bon signe. Celui qui se transforme comme ça en animal, c'est qu'il a commis une faute, et ça tient, puisque pourquoi elle est transformée? Parce qu'elle a causé la mort de son père, et que c'est une malédiction. C'est pas un signe gentil d'unité, de mort retrouvée, pas du tout. C'est l'idée que c'est un châtiment. Qui plus est, dans l'image traditionnelle, enfin, une des images traditionnelles de la femme au Moyen-Âge, on pense que la femme a souvent des pulsions animales extrêmement développées, plus encore que l'homme. Et donc ça serait vraiment l'image de cette bestialité potentielle de la femme qu'elle porterait dans son corps. Dans le choix même de l'animal, vous avouerez que demi-serpente dans un monde chrétien, c'est quand même pas terrible. Le serpent, c'est pas l'animal qui a la meilleure presse. Serpent ou dragon, même combat. Si vous allez regarder un petit peu l'iconographie médiévale, les représentations notamment du péché originel, de la tentation, souvent le serpent il se présente comme ça, avec le bas de son corps serpentiforme, le haut du corps un peu anthropomorphe. Du coup, elle fait écho à des images, à un imaginaire qui est pour le moins inquiétant, qui est plutôt associé donc à la faute, au mal, au diable. Et donc cette désignation par le terme de fée, elle rappelle ça. Elle rappelle cette altérité foncière
du personnage. Maintenant, le nom de Mélusine. Je vous ai dit, on a attendu Jean d'Arras et Coudrette pour que ce nom-là soit associé à la fondatrice de Lusignan. D'où est-ce que ça vient? Dans le roman, on sait peu de choses finalement sur le lignage de Mélusine. Elle dit qu'elle est Mélusine d'Albanie ou Mélusine d'Écosse, en référence à son père Elinas. Albanie, c'est l'autre nom de l'Écosse au Moyen-Âge. Et à partir de là, les auteurs médiévaux qui adorent les étymologies, qui ont toujours cette pensée que rien n'est absolument vide de sens et donc on peut interpréter les choses, proposent différentes étymologies. Alors je vous les donne. Mélusine, ça signifierait prodige ou prodigieuse, et Albanie, ça voudrait dire ce qui ne fait pas défaut. Du coup, Mélusine d'Albanie, ça serait la merveille qui ne viendrait jamais à manquer. Alors ça, c'est cohérent puisque c'est une figure de la fécondité, de la fertilité, de la prospérité. Ça fonctionne. Sauf que les étymologies médiévales, elles sont souvent extrêmement fantaisistes, ou en tout cas au moins aussi hybrides que les créatures qu'elles vont explorer. Mais on est du côté de la richesse, de la profusion, de la fécondité. Ou alors on considère que Mélusine, c'est un nom qui a été formé sur deux des forteresses qui ont été fondées par Mélusine, Melle et Lusignan. On aurait collé les deux, Mélusine. Ou alors, aussi un peu fantaisiste, on nous dit que Mélusine, en tant qu'elle est une héritière de ces divinités de la nature, serait une forme de dryade, donc encore divinité des arbres, et spécifiquement divinité des chênes, puisque le nom d'un chêne vert méditerranéen, Lieuse, serait Leusine, dans la région de Saintonge et de Poitou. Et donc ça rappellerait son origine ancestrale. On s'accorde à dire que cette étymologie, elle est peu probable, peu crédible, et puis surtout qu'elle réduit considérablement la figure. Et donc je vous la propose parce qu'on n'a pas de clé sûre à 100%, qu'il ne faut pas tourner le dos à différentes hypothèses, mais qu'effectivement on semble loin du compte. Après, une autre façon de s'interroger, c'est moins la rêverie associative, ça sera la rêverie vraiment sur les origines mythologiques. On verrait en Mélusine une Mater Lucina. Après tout, on aurait pu l'appeler de toutes sortes de noms, cette fondatrice. La mère de la lumière, ou la déesse tutélaire d'un domaine dont le premier occupant aurait été un certain Lucinius. Vous voyez que c'est flou, hein. Déjà, pas tout à fait la même chose, mère de la lumière ou mère d'un domaine fondé par Lucinius. Ou alors une Mala Lucina. Alors pourquoi Mala Lucina? Parce qu'on nous dit que ce serait une mauvaise Junon, le nom que les Romains auraient donné à Junon quand elle présidait aux accouchements et que ça se passait mal. En référence peut-être à ce fait qu'elle est une mère hors pair. Mais on verra qu'il y a quand même quelque chose d'un peu gênant sur la maternité de Mélusine. Je vais vous expliquer un petit peu après. On sait aussi que Lucina, c'était un des noms qu'on donnait à Proserpine. Donc ça devient déjà un petit peu plus inquiétant, mais on se tourne du côté de la mort, d'une divinité qui n'est plus simplement porteuse de vie. Et puis, on rapproche aussi parfois cette Mélusine de Mélissa, un autre nom d'Artémis, donc divinité plutôt guerrière, chasseresse. Ce qui nous met en rapport avec le moment de la rencontre. Vous vous souvenez, Raymondin rencontre Mélusine à la suite d'une chasse qui tourne mal. Et certains critiques disent que le sanglier qui est poursuivi n'est peut-être pas sans rapport avec la fée et que peut-être ce serait un animal guide, un animal qui menait Raymondin vers la fée. Là encore, on voit bien qu'il y a des suppositions, mais que le nom même de l'héroïne nous échappe, que c'est toujours
et à mon avis très consciemment polysémique, et que c'est pas très gênant dans la pensée médiévale. Alors quels sont les enjeux? Ils ont inventé cette histoire, ils l'ont diffusée. Pourquoi faire? D'abord la valeur totémique. Mélusine comme totem. Cette logique totémique, c'est la logique selon laquelle il y aurait un ancêtre surnaturel pour beaucoup de grands lignages, ancêtre souvent mi-animal. Ça, c'est assez commun dans les traditions assez anciennes. Cette origine totémique ou mi-animale, elle est renforcée au moment de l'histoire des enfants. Puisque ce qui caractérise l'édifice de Mélusine, je vous l'ai dit, c'est que ce sont des héros absolument hors pair, des modèles de chevalerie, des modèles humains. On nous dit qu'ils sont les plus beaux du monde. Sauf que vous allez voir, ils ont quelques petits défauts, je vous en laisse juge. Le fils aîné, absolument parfait, sauf qu'il a un visage court, tout en largeur, une grande bouche et les plus grandes oreilles qu'on ait jamais vues à un enfant, aussi grandes que les poignets d'une corbeille à balai. Alors ça, tout va bien. C'est l'aîné, c'est coup d'essai, c'est pas grave. Le deuxième, Eudes. Lui, il a le visage couleur de feu et il a deux grandes oreilles, aussi à peu près la même taille que son frère. Le troisième, Guy, très bel enfant, mais il a un œil nettement plus haut que l'autre. Antoine, le quatrième, grand et bien fait, mais alors lui, on ne peut pas parler juste de petites malformations. Lui, il a carrément une patte de lion dans la joue. C'est vrai que c'est pas commun. Et on nous dit bien que, suivant son âge, notamment à partir de 8 ans, il y a même des griffes de plus en plus acérées qui vont sortir de la patte de lion. Une interprétation, le lien avec Léon d'Harmonie, la figure royale, etc. Mais enfin, en termes de stigmates, en termes de malformation, c'est quand même... Renaud, le cinquième, lui, n'a qu'un seul œil. Vague souvenir des cyclopes, mais très perçant. Vous savez qu'il voit beaucoup plus loin que tout le monde, très très utile quand ils sont en mer, parce que quand ils partent en croisade, on y voit très très loin, il voit jusqu'à 24 km avec son œil unique, il peut prévenir. Le sixième enfant, Geoffroy, le fameux Geoffroy la grande dent, on l'appelle comme ça parce qu'il a une dent qui dépasse de sa mâchoire d'au moins 3 cm et qu'on compare très souvent à une dent de sanglier. Alors là aussi, sanglier, c'est peut-être pas un hasard, il y a ce fameux sanglier du début, cette association de Geoffroy au sanglier, avec le sanglier par son physique, et aussi au moment où il se met en colère, où il incendie l'abbaye, on nous dit bien qu'il agit comme un sanglier. Donc il y a un vague fil symbolique entre la mère et les fils qui passe justement par les stigmates. Alors on nous dit que ça c'est la marque justement de l'intempérance, de l'hubris, du caractère enragé de Geoffroy, qui se conduit vraiment comme un animal. Les autres qui ont des difformités au niveau des yeux, ça rappellerait l'interdit visuel sur lequel repose l'union entre les parents. On ne doit pas voir, on a transgressé, et ben voilà, maintenant les enfants ils ont tous des yeux bizarrement placés. En tout cas, ça ne s'arrête pas là. Fromont, celui qui en gros n'a rien fait de mal, lui il veut devenir moine, il est gentil, il est sage, il est beau, sauf qu'il a de la peau animale sur le visage. Soit, alors suivant les textes, peau de taupe, peau de fouine ou peau de loup. Là aussi, pas très commun. Et puis, un autre fils est remarquable aussi par ses stigmates, par les tares qu'il porte. C'est le fils qui ne porte pas de nom de baptême. Si, il porte un bien curieux nom. Il s'appelle Horrible. C'est un nom quand même un petit peu étrange. Mélusine se présente comme une figure maternelle, une grande tendresse, extrêmement attentionnée par rapport à ses fils. Il y en a un qu'elle appelle Horrible. C'est quand même étrange. Lui, il a 3 yeux, dont un au milieu du front. D'entrée de jeu, il a un statut particulièrement à part, donc par son nom, par sa force extraordinaire, par sa taille extraordinaire. On nous dit qu'avant d'avoir 4 ans, il a déjà tué 2 de ses nourrices.
en leur mordant les seins. Gentil garçon. À moins de 7 ans, il a mis à mort 2 des écuyers de son père. Là aussi, sa mère veille sur lui, mais au moment où elle va quitter le monde, une des recommandations qu'elle va faire à son époux et à la cour, c'est demander de mettre Horrible à mort. Ce qui est très étonnant par rapport à cette image mélusinienne dont on voit à différents moments, je vais vous montrer les images là, qu'elle est une mère absolument remarquable. Là, c'est après la 2e transgression. On nous dit qu'elle disparaît complètement du monde des hommes, mais ses 2 derniers fils, qui s'appellent Thierry et Rémonet, sont encore très petits, ils ont besoin d'être allaités. On nous dit qu'elle revient la nuit pour allaiter ses enfants. Et à différents moments, elle apparaît comme une mère absolument parfaite, absolument dévouée, absolument modèle. Les 2 personnes qu'on voit dans le lit à côté, ce sont les nourrices qui veillent sur les enfants et qui dorment tout près d'eux. Alors justement, les 2 derniers, Thierry et Rémonet, n'ont pas de stigmates. Ce sont les seuls dont on ne nous indique pas qu'ils aient une tare. Alors, plusieurs interprétations à cela. Est-ce que Mélusine était en train de devenir humaine? Puisqu'on nous dit que pourquoi elle se cherche à s'unir avec un humain, c'est parce qu'elle voudrait devenir humaine, que peut-être elle est en quête d'une âme, et qu'elle le dit plusieurs fois dans les romans, elle veut vivre une vie de femme et mourir comme une femme, ce dont elle est privée quand elle est faite, pour pouvoir rendre son âme à Dieu, puisqu'elle se présente comme une créature de Dieu, comme aspirant au salut chrétien, comme toutes les autres créatures, ce dont elle est privée si elle est une fée. Mais bon, c'est horrible, il faut quand même avouer que c'est un petit peu inquiétant, et effectivement, Raymondin s'arrangera pour qu'il soit mis à mort, il sera étouffé, et il va mourir. Mélusine, comment justifie-t-elle cela? C'est qu'il présente une trop grosse menace pour le lignage, pour l'ensemble, et que tant qu'elle est là, elle peut maintenir, elle peut contenir la menace qu'il représente, qu'à partir du moment où elle quitte le monde, il faut le mettre à mort, qu'il est trop dangereux. Alors on voit bien, j'en souriais un petit peu tout à l'heure, mais là aussi plusieurs fois ça m'a fâchée, parce que je vous parlais des réécritures de Mélusine pour les enfants. Il y a un album qui est très rigolo, qui peut bien se lire aux enfants, qui réécrit cette histoire de Mélusine, et au moment où on parle des enfants, il y a une page d'illustration, c'est la galerie des horreurs. Alors on les représente avec une casserole sur la tête, ils louchent, etc. Alors bien sûr ça fait rire, ça nous rappelle ces tares qui nous ont fait sourire aussi. Sauf que dans les romans médiévaux, à aucun moment ces tares ne font rire, bien sûr, et que même elles sont plutôt positives, notamment au moment des rencontres amoureuses des jeunes premiers. Alors bien sûr, comme très souvent au Moyen-Âge, la rencontre, elle est devancée, enfin la vraie rencontre, elle est préparée par la réputation. Ils arrivent, ils sauvent des populations, des méchants sarrasins qui les menacent, et donc les jeunes héritières trouvent que vraiment ces jeunes gens sont absolument héroïques et formidables. Et elles interrogent leurs proches qui les ont vus au combat. Ils leur disent alors comment il est? Elle est très très bien, il est très très heureux. Et oui, mais encore comment il est? Il est très très beau, il est grand, tout. Mais comment il est? C'est-à-dire qu'il a un œil. Et comment ça? Un œil? Un seul. Très très bien, il me plaît bien, je veux l'épouser. Parce que justement, c'est un souvenir un petit peu ancien. Bien sûr que vers 1400, tout ce qui est métamorphose, tout ce qui est stigmate animal, tout ce qui est difformité, est plutôt sulfureux, est plutôt mal vu, est plutôt pensé comme du côté démoniaque ou satanique. Mais n'oublions pas que les figures mélusiniennes, que les mythes mélusiniens, ils datent de bien avant ça, et notamment de périodes où ça, c'était des signes d'élection, où les grands héros, parfois même les plus grands guerriers, s'infligeaient volontairement des mutilations, ou étaient même doués de certaines capacités qui étaient rendues manifestes par des difformités physiques. Vraisemblablement, ces stigmates sont plutôt des héritages positifs, des signes justement d'élection de ces personnages, même si ça paraît plutôt inquiétant au premier abord. Donc ça, c'est la fonction totémique.
fonction de refondation d'un lignage, justement par l'extraordinaire fécondité de Mélusine, qui apparaît donc comme extrêmement féconde. Alors ça, c'est très très souvent dans les textes médiévaux. Le premier enfant est conçu au moment de la noce, et puis à différents moments, elle est présentée comme une mère parfaite. Là, c'est encore une illustration que j'aime beaucoup, où on voit Mélusine qui revient allaiter son enfant, et à la différence de l'autre illustration, elle a quitté le monde là, et elle est sous sa forme métamorphique. C'est une Mélusine un petit peu sirène. Pour faire vite, c'est pas un hasard dans l'image. Les sirènes étaient censées être de très bonnes mères, et notamment produire un lait d'extrêmement bonne qualité pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup développé au Moyen-Âge. On ne peut pas parler ici, mais il est très très important. Et puis, c'est un vrai modèle familial que nous proposent ces romans, puisque ça, c'est quelque chose dont vous vous souvenez peut-être, qu'on explique souvent aux enfants au moment où on explique pourquoi il y a des enfants qui deviennent guerriers, les enfants qui deviennent religieux dans ces temps un peu anciens, en expliquant qu'il y a des histoires de transmission de domaines, de territoires, et que notamment ce sont souvent les aînés qui reçoivent cela, d'où problème pour les fils cadets. Alors vous imaginez, quand on a 10 fils, qu'est-ce qu'on va faire avec les 9 qui n'ont pas le territoire? Surtout quand on ne veut pas qu'ils entrent dans les ordres, comme c'est le cas là, Fromont, le seul qui veut devenir moine, non seulement on en empêche, mais il est carrément éliminé. Et on nous dit bien que Geoffroy s'y oppose, mais que toute la famille aurait quand même préféré qu'il soit guerrier comme les autres. Parce qu'on a une nouvelle solution qui est proposée ici pour les fils cadets. Ces fils cadets, au moment où ils partent en croisade, les fils partent deux par deux, au départ, les deux aînés, les deux qui suivent, ils ne revendiquent pas de territoire, ils revendiquent le soutien